Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint par la team au complet pour aujourd'hui, Pop, Doc et Réa. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Donc on continue nos petites previews pour ce début de saison NBA et après avoir attaqué, si vous suivez dans un ordre précis de diffusion, la Pacifique dont on a parlé avec Pop et Doc il y a quelques jours. Voici la Northwest, la division Nord-Ouest qui comprend le champion NBA Denver. On en parlera à la fin évidemment, puisque nous commençons comme d'habitude par l'équipe qui a fini 5e de sa division l'an dernier, et il s'agit de Portland. Les Blazers qui ont terminé avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites, et qui ont eu une des intersaisons les plus mouvementées de la ligue. Donc évidemment, on rappelle, Damian Lillard a quitté la franchise, a été tradé finalement. Mais c'est pas le seul, hein. Nasir Little, Yusuf Nurkic qui sont partis du côté de Phoenix. T'as laissé partir Winslow qui avait un rôle quand même dans cet effectif l'an dernier qui aurait pu être conservé. Eubanks est également parti à Phoenix. Et en retour, donc t'as ajouté beaucoup de pièces puisque à la base, dans le trade d'Amin Lillard, tu récupères Jrue Holiday que tu flippes à Boston. Ce qui te fait au total en termes de joueurs reçus DeAndre Ayton, Malcolm Brogdon, Robert Williams et tu draftes à côté Scoot Anderson en 3 et le frère Murray, Chris, en fin de premier tour. Jeremy Grant, oui. J'allais dire, sachant que tu as aussi cherché un table, on n'avait pas. Oui, j'allais dire là, Tybalt qui était déjà chez eux, hein, qui est juste. C'est même pas c'est même pas une resignature, je crois que c'est la qualifier qu'il a accepté. Il a peut-être Un signé. contrat sur 3 ans, donc pour moi, c'est une extension. Ah oui, il a pris un contrat type MLE sur 3 ans, ouais, effectivement. Je vois 30. Ouais, ça doit être ça, avec une player option en troisième année. Ouais. Et Jeremy Grant qui a pris le pactole cet été. Alors pour Jeremy, moi j'ai cru comprendre qu'il avait été prolongé dans l'optique de peut-être qu'on va réussir à save Damian Lillard, l'empêcher de partir. Mais si on regarde un peu l'effectif, c'est le joueur qui dénote, hein. Il a 29 ans, il a probablement des ambitions de victoire, en tout cas de jouer dans une force compétitive. Là où Portland, sans être, je pense, dégueulasse l'année prochaine, enfin cette année, sera une équipe clairement en reconstruction, hein. Scoot, Sheldon Sharp, Anthony Simons, voilà, ça reste assez jeune. Est-ce qu'un trade de Jeremy Grant est sur la table cette année? Et s'il est sur la table, est-ce qu'une franchise va se faire le pas à un moment dans la saison, sachant qu'on parle d'un joueur qui est sous contrat pendant 5 ans, à un tarif voilà, autour de 30 millions l'année, ce qui est quand même conséquent et pas simple à absorber. C'est conséquent, mais avec en négociation des droits de télé que tout le monde espère fortement la hausse, c'est pas un si gros contrat. En plus, le contrat a le bon goût de le faire arriver même pendant sa player option. Ça fait 5 ans, il arrive, il a 34 ans à la fin. Donc ça évite une Kobe avec 2 dernières années où tu gênes plus l'équipe qu'autre chose. Mais voilà, c'est pas un Kobe, c'est pas. Donc est-ce qu'il faut pas qu'ils en aient trop de demandes non plus. C'est pour moi un Brogdon sera plus facile à refier parce que Brogdon non plus n'est pas dans la timeline de ce groupe. Ouais, mais pour le coup, Brogdon est quand même un peu plus type vétéran, d'autant plus avec les profils, pas des profils similaires, mais des joueurs qui évoluent sur les mêmes postes que lui, qui peuvent apprendre d'un vétéran NBA qui a joué dans des top teams quasiment tout le temps dans sa carrière, en fait. Oui, il est tellement souvent blessé qu'il te laissera du temps de jeu. Désormais, Sur le peu vache, non, mais- niveau blessure, depuis qu'il est parti de KC, Jérémy, il est quand même très injury prone, hein. Là, il a fait une saison à 63. Mais avant, bon, il manque des matchs tous les ans à Détroit. À Détroit, il a levé beaucoup de matchs. Ouais. Après, bon, quand tu es dans une équipe qui tank, je pense que le nombre de matchs que tu joues est quand même un peu tronqué. Parce que les blessures qui pourraient t'éloigner du terrain 2 semaines, t'en éloignent pendant 3. Donc dès lors, forcément, ces chiffres sont biaisés. Ah, j'ai mal à l'orteil, je m'en suis fait marcher sur le pied. Allez, 3 semaines d'arrêt. On les connaît, hein. Toujours est-il que c'est un joueur qui aujourd'hui en NBA joue a un profil très bon, versatile, ça se dit pas, mais je saurais comment le dire autrement. Il a un profil un peu de combo forward ultra intéressant, avec de la densité physique, qui apporte du scoring à une efficacité l'an passé qui a été très bonne. Les années un peu précédentes qu'il était moins, sauf à Denver, mais dans un rôle totalement différent, dans un rôle de deuxième, troisième option. Il a été efficace cette année, et je pense que c'est
c'est le type de profil qu'une équipe middle peut espérer ajouter pour être un peu d'avantage. Maintenant, toujours est-il que quand tu veux matcher 30 millions, bah, ça paraît compliqué pour un joueur qui n'est entre guillemets une troisième ou quatrième option de le faire avec des joueurs très moyens. Donc, par exemple, on avait parlé des Lakers qui ont une situation salariale avec pas mal de joueurs entre 12 et 18 millions. Bon, hormis ça semble compliqué à imaginer comme montage financier. Doc, si tu veux en parler un peu, Portland. Ouais, sur ce cas, non, pas grand-chose à dire. En fait, ça sert pas à grand-chose d'en parler, puisque ouais, où est-ce qu'il va atterrir, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il va rester? J'ai très peu de chance. C'est même dans ce roster, ouais, à part Scoot Anderson, Anthony Simons, je sais pas sur qui il compte vraiment. Ce que tu dis, un Tybalt, je sais plus exactement à quel moment il le signe, mais grosso modo, sur ses quelques matchs à Portland l'an dernier, il s'est mis à rentrer des tirs, donc potentiellement ça peut être un joueur NBA. À tout moment, il arrête d'en rentrer, puis t'en veux pas, tu le cut assez vite ou bien tu le trades à qui veut le relancer. Et c'est un petit peu ça partout dans ce roster. T'as le cas Robert Williams, bon, il va pas manger, il a un contrat très intéressant. Robert Williams, pour moi, c'est celui qui a le plus. Enfin, vu que je suis pas sûr qu'il compte totalement sur lui dans leur reconstruction, c'est pour moi celui qui, en plus vu la gueule de son contrat, a le plus de chances de repartir très vite dans une grosse franchise. Parce que même s'il a le problème d'être trop souvent blessé ces dernières saisons, c'est quand même un très bon intérieur, pas cher, et un mec qui se défend sur le terrain. Ça, c'est pas mal recherché quand même. Bah, raison de plus pour le garder, moi je trouve, justement. Déjà, ouais. En fait, t'as lui et Ayton. Est-ce que tu vas mettre Ayton en 4? Enfin, tant que t'as Jérémy, voilà. Sauf si tu mets Jérémy en 3. Mais tant que t'as ces trois-là, il y en a au moins de trop. Après, qui va rester dans le lot? Déjà, Jérémy, pour moi, il reste pas. Et est-ce que tu gardes les deux ou pas? Le problème, c'est que s'ils veulent tirer quelque chose dans de leur pivot, ils sont obligés de vendre Williams parce qu'Ayton, personne n'en voudra. Pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas. Par contre, ils peuvent garder les deux. Hein. Williams, c'est un joueur qui, dans sa carrière, il fait une saison à quasiment 30, mais sinon, globalement, c'est un pivot défensif que tu envoies 25 minutes par match, parce que d'une part, tu n'as pas trop le choix, parce que en 25 minutes, il y a moyen qu'il te fasse 4 fautes, et puis voilà. Là-dessus, je suis d'accord. C'est juste, je pense, avec la longueur de contrat qu'il a, mais le fait que ce soit pas un gros contrat, pour moi, c'est le meilleur moment s'ils veulent le vendre, en fait, pour recevoir des offres. Il a vraiment le combo du contrat long et contrat petit. Je sais pas. Ouais, mais bon, après, Je sais pas trop quel est vraiment le marché pour Robert Williams aujourd'hui. c'est ça. Est-ce que tu en fais vraiment ton pivot titulaire? Pourquoi pas, mais comme l'a dit Pop, il a toujours pas montré qu'il pouvait apporter vraiment des minutes, plus d'une trentaine de minutes, on va dire. Il n'a pas prouvé qu'il peut jouer à 70 matchs. Donc rien que sur ça, est-ce que tu veux faire un investissement là-dessus? Et ensuite, dans les équipes, on va dire contenders, il n'y en a aucune qui a besoin absolument d'un pivot titulaire. Et les équipes middle, en général, elles lâchent pas des gros trucs. Sauf une certaine franchise qui s'est déplumée pour avoir Gobert, mais ça en est une anomalie. First, fonce sur Williams, hein, même si Zubac, il est capable de mettre des points, c'est tellement un trou que... Si Portland reste Terrence Mann, il peut être heureux, mais je pense qu'à part ça, ça va être compliqué. Hein. C'est ça, c'est quelle offre? Ils vont foncer dessus, mais ils vont te proposer 3 secondes tours et un swap, et voilà. Après, je dis pas, je sais bien que eux, ça est vraiment un problème pour lâcher une offre correcte. Je disais ça dans le sens où, certes, je les vois pas en haut de tableau, les Clippers, mais ils ont quand même des prétentions d'aller loin. Et c'est le genre d'équipe qui justement, devrait se donner les moyens d'aller chercher ce genre de joueurs. Plutôt que ça perd Zubac. Moi, je pense qu'à part Jérémy, ça va naviguer à vue, ça va attendre l'été prochain pour savoir qui on garde, qui on essaie de tège. Je pense que à part Brogdon, à la limite, si, je pense que Brogdon, c'est une offre correcte. Mais à part les deux vétérans, on va dire Brogdon et Jérémy. En vrai, je pense que ce soit Ayton, Robert Williams, même Tybalt, je pense que c'est que des joueurs où ils ont
Ayton, il a 3 ans de contrat, c'est mort, ils vont attendre. Tybalt, je suis pas convaincu non plus. De Robert Williams, je suis pas convaincu forcément par le marché pour un joueur de ce type-là et ce qu'il a prouvé. Je pense qu'ils veulent juste voir jusqu'à l'été prochain. Est-ce que Sharp c'est bon, ça va être du bon et du coup on peut tège machin. Est-ce que Scoot ça y est, on voit bien qu'on a un gros joueur, du coup on fait le ménage autour de lui. Je pense que ça va juste regarder un peu le niveau de tout le monde et ça c'est l'été prochain que j'envisagerais en tout cas certains moves à leur place. Après, je sais pas s'ils ont le choix à proprement parler. Que pour moi, ils sont dans une situation un peu Sixers début process où tu as encore l'année d'avant, tu étais en demi de conf, mais tu as vu que tu allais nulle part, tu casses tout et tu as encore des joueurs comme Thaddeus Young, surtout lui qui en gros, c'est à la fin, à la mi-saison, tu le libères pour bon et louer au service parce qu'il a rien à faire là et toi, tu veux donner des minutes à tes jeunes. Donc, c'est pour ça que pour moi, Jérémy, il va pas faire long feu. On connaît aussi l'ego du type. Là, je le vois bien au bout de 5 matchs commencer à faire comment ça, c'est pas moi le franchise player. Ouais, bon, on verra bien, on aura l'occasion d'en reparler autour de la deadline. Je pense que c'est une franchise qu'on abordera plus une fois sur leurs possibilités. On va enchaîner du coup avec l'équipe qui a fini quatrième l'an dernier de la division, le Jazz, avec 37 victoires et 45 défaites. Une équipe très 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 surprenante puisque elle avait été largement annoncée dans les bas-fonds de la conférence. Hein. On voyait déjà Ainge sortir son meilleur tank pour nous choper Wembanyama à la draft. Eh ben, pas du tout, puisque il semblerait que Lauri Markkanen soit un excellent joueur de basket finalement, et pas juste un joueur correct. Grosse saison de sa part. Donc l'intersaison était plutôt dans la continuité, j'ai le sentiment. On a Jordan Clarkson qui a activé sa player option et qui a eu derrière une prolongation, je crois, de 28 millions sur 2 ans. Enfin, ils ont étendu son contrat après l'APO. Ça a drafté quand même en 9ème malgré tout, donc Taylor Hendricks renforce un peu l'équipe. T'as le trade évidemment, donc voilà, de John Collins, un peu dans la même veine en fait que le trade de Lauri Markkanen en soi. Hein. C'est un joueur qui a montré à un moment au début de sa carrière que peut-être qu'il avait un très bon potentiel et puis après ça a un peu périclité, son niveau de jeu a baissé, son rendement a baissé. On est exactement dans le même projet. Alors je suis pas convaincu que ça marche 2 fois de suite, mais voilà. T'as Len Horton-Tucker que j'ai trouvé bah, très intéressant l'an dernier dans ce qu'il a montré en jouant dans un style un peu de meneur de jeu quasiment. Hein. C'est lui qui en fin de saison dictait le jeu puisque Sexton s'est blessé à un moment. Un potentiel qu'on avait déjà un peu entrevu, je trouve, aux Lakers, mais voilà, toujours dans une inefficacité assez folle de sa part. Voilà, je sais pas où est-ce que vous situez le roster du Jazz actuellement. Est-ce que John Collins est un bon pari? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux à trader Clarkson cet été ou à le laisser partir au vu de son âge par rapport au projet? Voilà, qu'est-ce que vous pensez du Jazz? Je pense clairement que c'est une erreur qu'ils ont fait, ça m'étonne d'Ainge. Parce que je pense que, bon, alors, oui, Mark Allen, c'est un beau joueur de basket, il n'y a pas de souci. Comme Sexton, ça mettre des cartons, ou Carson aussi, mais que globalement, ils étaient en sur-régime. Ils font des moves sympas, il n'y a pas de souci. Mais globalement, pour moi, tu vois, je les vois à peu près comme l'an dernier, avec certains joueurs qui vont être moins forts, plus attendus, qui vont avoir un peu de mal à confirmer. Enfin, confirmer leur niveau de l'an dernier. Parce que, par exemple, Markkanen va être plus ciblé, et que qu'à l'arrivée, ça va pas changer. Enfin, ça va donner le même classement, à peu près le même classement. Tu vois, je pense notamment à Kessler qui va se faire bien plus ouvrir cette année. Enfin, déjà, il se faisait ouvrir l'an dernier, mais qui va se faire encore plus ouvrir. Ça passe, c'est mon avis. Hein, mais... Oui, il était bon quand même, hein, ça va. Hein. Ouais, après, il a eu une hype. Ouais, si tu regardes Il a eu une hype démesurée. Après, j'avoue que moi, j'ai aussi été sceptique un peu au début sur Kessler. Je trouvais qu'il cherchait plus le contre que la stat dans beaucoup d'occasions. Après, quand j'ai cherché un peu au niveau des stats avancées, au niveau de la défense de Utah, il a l'air de faire un grand bien cette défense quand même, hein, de ce que j'avais vu. Genre, quand il n'est pas là, la différence se sent. Et c'est ce qui a permis à Utah de ne pas être trop nul. Sans avoir l'impact défensif qu'avait un Gobert, hein, ça on est bien d'accord. Hein. Non, mais alors après, attention.
désolé si j'ai l'impression qu'il était nul, hein, c'est pas ce que je voulais dire non plus. Mais même si alors, là, ça aide la défense d'équipe, au niveau individuel, pour moi, il n'est pas encore assez fort défensivement. Et que ça, autant l'équipe, enfin les autres scouts ne l'avaient pas trop calculé en dernier, autant cette année, ça va beaucoup plus s'attaquer sur lui, et notamment lui. Je le vois baisser le niveau, si tu veux, par rapport à la saison qu'il a fait l'an dernier. Non, mais Je pense pas autant que ce soit c'est pas pour autant que ce soit un bon joueur. Ce sera peut-être même un meilleur joueur sur le terrain, mais on verra plus ses défauts. non, mais je suis d'accord parce que pour moi, s'il a été entre guillemets overlook à la draft et qu'il a fini loin, c'est parce que bah, il est lent, il fit pas la NBA moderne, on va dire, hein. C'est même pas un bon rim runner. Enfin, moi, je comprends, hein. Je trouve aussi que, et pour moi, c'est ce qui fait la différence quand on parle avec Gobert, c'est que Gobert se déplace très très bien quand même sur le terrain pour sa taille et tout. Là où Kessler est très lent, et j'avoue, je le vois pas non plus être un gros joueur d'impact. Pas dans la NBA moderne, malheureusement. C'est typiquement le genre de joueur où on aurait dit, putain, lui, il y a 20 ans, voilà quoi. Oui, vous avez exactement ça. Ah, je suis d'accord. Ouais. Moi, Attends, si c'est je Marc. suis plutôt. Ouais, pardon, Doc, tu as commencé à dire un truc. Non, vas-y. Je disais si je suis plutôt d'accord sur le constat, en gros, qui est effectué Enfin, ça devient quand même compliqué en 2023 quand ton pivot t'oblige à défendre en drop quand même. Et c'est vraiment un problème. Donc pour autant, moi, je serai toujours dubitatif sur l'idée qu'on dise cette année, il sera plus attendu. Bah, comme si les scouts attendaient que les 82 matchs soient finis pour faire évoluer leur scouting report. Je pense que depuis Day One, tout le monde sait que peut avoir un impact sur la longueur et, euh, et sur la contestation des tirs. Que pour autant, c'est un joueur à attaquer sur les écrans, qu'en dehors des écrans, ça semble compliqué de l'attaquer. Donc je pense que rien n'a changé. Tout le monde savait le type de joueur qu'il était en arrêt. Oui, non, je pense un peu le trait. Bon, tu peux pas nier, c'est quand même, quand tu regardes euh, notamment avec pas mal de rookies, c'est pas les superstars, justement les rookies un peu plus middle, si tu veux, middle range. C'est souvent, c'est un petit peu un peu comme le rookie wall aussi pour les rookies. C'est à un moment, ça commence à s'adapter à toi. Ouais, putain, il commence à devenir bon, on va pas trop le laisser de son côté, on va vraiment le bloquer, enfin, le gêner plus. Ouais, mais c'est un joueur défensif. Je veux dire, ils vont rien changer en attaque. Personne n'a été surpris qu'il mette 8 points. Tout le monde s'en fout. Et personne n'a été surpris de ce qu'il fait en défense. Juste à quel niveau il le fait. Mais si avant les scouting reports, c'était quand on essaye de l'attaquer le plus possible sur le drop et d'envoyer un flotteur, ben, rien n'a changé. C'est toujours le même scouting report. Ouais, mais non, ça, oui, c'est. Après, plus dans le bas, on va contourner sa défense en appliquant tel plan de jeu, mais oui, après, j'entends ce que tu veux dire. C'est peut-être moi qui m'explique mal aussi. Doc, la situation globale du Jazz, les moves qu'ils ont fait. Bah, pour faire simple, au global, pour moi, le Jazz, c'est le Magic de l'Est. Ils ont profité de l'an dernier sur on va pas dire draft all time, mais un joueur attendu, un joueur générationnel attendu. Ensuite, on verra s'il confirme ou pas. Mais donc, tu as plusieurs équipes, tu as une ligue coupée en deux, avec ceux qui tankaient, ceux qui jouaient le titre, en gros. Et puis, tu avais quelques équipes qui se sont situées au milieu, comme ça. Donc, le Jazz et le Magic ont profité de ça pour paraître sous un meilleur jour que ce qu'ils ne sont vraiment. Pour moi, ils vont rentrer dans le rang cette année et puis passer derrière certaines équipes de l'an dernier. Moi, j'avoue, je comprends pas. Je comprends pas le trade de Collins. Parce que C'est sûr. Bah, c'est Utah, ils veulent pas tanker. Mark Allen. Ouais, mais alors déjà, Mark Allen, voilà. Moi, déjà, j'avoue que j'ai un peu de mal avec un joueur qui, au bout de 6 ans, se découvre un niveau All-Star incroyable. Parce que, je veux dire, au-delà du chiffre individuel de passer à 26 points, l'efficacité qu'il a eu l'année dernière était absolument folle, hein. C'est quasiment du 50, 40, 90, hein. C'est assez extraordinaire quand même. J'avoue que je suis un peu sceptique sur ce jump d'efficacité absolument monstrueux d'un coup. Et surtout, oui, mais Collins, il joue là où Mark Allen joue en fait. Parce que ce qui a fait la force de Mark Allen, c'est qu'il est revenu plus dans un dans un style de jeu un peu plus intérieur, où à côté de lui, il a juste un pivot Kessler et 3 wings qui stretch le terrain. Lui, il stretch avec son shoot, il a rajouté quelques moves au poste, etc. Collins, je suis désolé, mais à moins qu'il se remette à retrouver son tir, c'est un mec qui stretch pas du tout.
Donc quand tu vas aligner, quand tu vas demander à Mark Allen de porter la balle, et ben t'as les mecs qui évidemment vont pas trop garder Kessler, mais même là Collins, vu ces 2 dernières saisons, tu te dis bon, ouais, on peut le laisser un peu seul aussi pour doubler Mark Allen, quoi, pour essayer de mettre un peu plus de pression sur le porteur de balle. Et ça lui fait moins d'options pour ressortir parce qu'il a plus que deux guards wing slash qui savent poser un dribble, imposer un dribble. Bref, je suis vraiment pas convaincu de cette décision. Alors là-dessus, j'ai une théorie. C'est que Ainge fait une espèce d'achat d'opportunité. Pas clairement. Et en se disant, je vais, Mark Allen, tout le monde est chaud dessus, je vais arriver à le vendre pendant l'été. Et le problème, c'est qu'il a tellement enculé tous les GM dans la NBA que plus personne ne veut négocier avec lui. Et bah, il n'a pas réussi à le refiler au prix qu'il voulait le refiler. Je sais pas s'ils ont vraiment essayé de... Évidemment. Moi, je sais pas s'il avait vraiment envie de le vendre, hein, Mark Allen. Hein. En vrai, je sais pas. Hein. Alors, moi, je pense que si, mais qu'il a surestimé sa cote, par contre. Moi, je trouve que quand t'es un front office et que, en général, t'es plutôt du genre à croire un peu au breakout de tes joueurs. Quand tu vois ton mec, il a 25-26 ans et qui fait 25 points à 50%, 40, quasiment 90, ah, j'ai du mal à dire que le mec, son projet, c'était de le vendre. Hein. Je pense qu'il y croit. Hein. Je pense qu'il y croit. Peut-être, c'est possible aussi. Après, je suis sceptique sur d'autres trucs aussi. Je veux dire, Clarkson, je le déteste pas, mais enfin. Moi, Clarkson, ça me dérange pas de le. Ouais, mais à son âge. En fait, à son âge, c'est un mec qui prend des. Genre, le Jazz ne cherche pas à gagner. Donc, je comprends que Clarkson, en tant que vétéran, peut apporter des choses. Mais c'est aussi un joueur qui tire 16 à 17 fois par match, quand même, ce qui est énorme. Et je pense que le Jazz a un peu envie de développer ses joueurs aussi. Je veux dire, Sexton, Norton Tucker, Agbaji, t'as quelques joueurs un peu sur tes postes guards où bah, t'aimerais leur libérer des shoots pour voir un peu plus de ce qu'ils valent plutôt que Clarkson, dont tu connais parfaitement la cote, tu sais parfaitement ce qu'il t'apporte, les qualités comme les défauts. Et dans ton effectif, bah, je sais pas, à moins que l'ambition cachée du Jazz soit vraiment d'aller en playoff et qu'ils y croient, ben il sert à rien. Franchement, il sert à rien. C'est un peu malheureux. Qu'est-ce qu'il y a, Pop? Je disais, c'est un peu malheureux, mais c'est ton meilleur créateur aujourd'hui. Ouais. Bah, en fait, du niveau. ouais, en fait, mais en fait, de toute façon, tu collectionnes les créateurs moyens plus, de toute façon, sur les guards. Hein, que ce soit Clarkson, Sexton, Horton Tucker, les trois, c'est bon. Oh, Horton Tucker, c'est même. Il dirait. Ah oui, c'est même pas. Même pas moyen moins. Je trouve qu'il crée mieux pour les autres. Il crée pas du tout bien pour lui-même, mais je trouve qu'il crée mieux pour les autres que Clarkson quand même. Après, pour lui-même, il sait pas se faire son tir. Hein, ça, on est bien d'accord. Hein. Il a du mal à poser un dribble et rentrer un tir à partir de là. Voilà, déjà, c'est. Mais bon, mais à la limite, dans ton cas, je peux comprendre que ce soit un pro. Tu peux encore le voir comme un projet et tu peux encore donner une année où tu essayes de voir jusqu'où il peut aller. Il y a un certain potentiel, malgré tout. Après, c'est sûr, t'en feras jamais un All-Star. Hein, mais si tu peux réussir à en faire un starter ou un sixième homme correct, voilà. Dans l'idée. Tu vois, typiquement, Sexton, comme l'an dernier, déjà, il était bridé au niveau du nombre de tirs qu'il pouvait prendre. Cette année, ça va être pareil. C'est un joueur qui, il y a quelques années, a mis 25 points quand même, avec une très bonne efficacité. C'est un joueur efficace au tir. Alors, c'est pas un bon créateur, mais c'est un mec qui se donne en défense. C'est un mec qui sait jouer pour lui-même. Ben, je comprends pas pourquoi tu ne fais pas en sorte de lui donner un peu plus de clés en main, plus de ballons, plus de possibilités de créer du jeu. Alors voilà, c'est un jeune joueur que tu as envie de développer. Assez simple. C'est pas un jeu vidéo, un jeune joueur, s'il tire pas, s'il joue pas, il se développe pas, hein, ou c'est très, très compliqué en tout cas. Hein. Je vais être assez dur sur le Jazz de toute façon. Moi, la stratégie m'a. Je peux dire qu'elle m'a cassé les couilles, mais voilà, hein, je comprends pas. Bah après, c'est Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas la seule franchise qui a jamais eu de first pick ou un truc comme ça. Là, de tête, il y a moyen, ouais. De tête, j'ai pas souvenir du Jazz en faire. Attends, je vais faire un petit temps le faire. Bah non, mais Joseph Stockton Malone, ça les a rendus forts pendant 15 ans, donc enfin trop forts en tout cas, on va se faire speak largement. Dans les années 2000, ils ont drafté Deron Williams assez haut. C'est pas un first. Ouais, voilà, c'est pas un first, hein, mais assez haut, genre 5-6, je crois, non Millsap, il est drafté loin, Millsap, de mémoire, Ouais, non, c'est un second c'est un tour. second tour, hein, Millsap. Non, je crois qu'il n'y a rien. Gordon Hayward, pas très très loin, genre mais fin de loterie, je crois. Ah non, Gordon Hayward, il était par le pick 10, un truc comme ça, je crois. Ouais, oui, voilà, c'est pas. C'est un top 10. Mais dans le sens, c'est une équipe qui, en gros, tous les 10 ans, enfin jusqu'ici, c'est tous les 10 ans, elle fait une saison où elle est loterie, elle repart avec un pick 9, et puis à partir de là, ça va jouer les playoffs.
Ouais, c'est ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut. J'ai trouvé un article de 2020 qui s'appelle littéralement Teams who have never picked first in the NBA draft. Et ça me donne les Pacers, le Heat, le Thunder, le Jazz, les Nuggets, les Grizzlies. Oui, non, mais Je crois pas que ça ait changé pour une seule de ces équipes, puisque le Thunder en deux. Oh, Dante Exum en 5 et Enes Kanter en 3. Oh putain, ça fait rêver. Eh, là, ça, par contre, Et Deron, c'est même mieux qu'il draft en haut. Non, c'est oui, Freeman. Dominique Wilkins en 3 et tradé à Atlanta. Bah dis donc, c'était une bonne draft ça. Mais Global, pour être sérieux, Enes Kanter, c'est encore un exemple de joueur qui aurait été superbe dans la NBA il y a 20 ans. Moi, j'ai trouvé bien dans la NBA trop récente. Bon, j'ai trouvé le plus haut, c'est Daryl Griffiths en 2 en 1980. Voilà, ça donne le ton. Ça donne le Ça ton. marche aussi. Depuis les années 2000, il y a donc Deron qui était en 3, voilà, c'était 3. Depuis les années 2000, il n'y a pas grand-chose. Hein. Hayward 9, Kanter 3, Exum 5, hein, ça fait mal. Bon, j'avoue que. Ah, Torian Prince, c'est pick 12 quand même. De qui? Torian Prince, c'était pick 12. Putain, je ne savais pas qu'il était si haut. Il est drafté et tradé à Atlanta. Atlanta, oui. Ouais, mais il est drafté à la base. Enfin, c'est le pick du Jazz, apparemment. Je sais pas s'il y a un trade ou quoi, mais comme Dominique Wilkins, il est considéré comme drafté au Jazz, mais tradé à Atlanta. Donc je sais pas comment ça s'est goupillé, j'ai pas tout en tête. C'est People Ref qui liste les picks. Bon, allez, je vais avancer parce que pour une division nulle, on a quand même beaucoup de choses à dire. On va passer à l'équipe suivante, du coup, le Thunder, qui a fini du coup avec 40 victoires pour 42 défaites, une des bonnes surprises de la saison l'an dernier, avec un Shai Gilgeous-Alexander absolument dantesque, vraiment beaucoup trop fort l'an dernier, à un niveau MVP, hein, on peut le dire. Donc voilà, ça a joué le play-in malgré tout, ça a battu les Pels au premier match du play-in et ça s'est fait découper en deux par les Wolves lors du second match. Donc le Thunder cet été, il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent, hein. Le départ de Dario Saric quand même qui rendait de bons services. T'as des rookies quoi. Ouais, bah même encore t'as juste que Wallace qui est drafté en 10, mais sinon c'est En soi, Holmgren, oui. Hein. oui, voilà, t'as Holmgren du coup qui s'ajoute à cet effectif et t'as Davis Bertans qui a été tradé. Voilà, Davis Bertans qui fait le chiffre, on va dire, hein. Il est là pour couper les citrons. C'est quoi vos attentes pour OKC cette saison? De continuer ce qu'ils ont fait l'an dernier, de montrer qu'ils peuvent monter haut dans le futur, de finir de faire le tri dans leurs jeunes aussi. C'est par exemple, est-ce qu'on a besoin de garder encore Gensdort? Est-ce que on va pas plutôt mettre Jalen Williams à l'avenir? Tu vois ce que je veux dire? Et après, bah là, pour dans à l'avenir, en gros, quand voir encore en fait qui sera là dans la continuité du process et d'ici la fin de saison, donc enfin par fin de saison, j'entends l'intersaison de cette année, commencer à se dire ah tiens on va recruter pour renforcer encore parce qu'on a déjà Shai, on a déjà bon, alors, potentiellement Holmgren, parce qu'il n'y a pas de raison que Holmgren ne soit pas très bon de cette année. Et donc, bah, voilà, qui pourrait servir de lieutenant, quel mouvement on peut faire pour machin, pour ceci, etc., etc. Par exemple, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils comptent plus sur Guigui, mais qu'ils peuvent l'échanger contre un autre joueur qui les intéresse et récupérer un petit pic, un petit... Enfin, je vais pas t'apprendre comment il est lock. Guidi, il est lock. Oui. Lock je et pense. Shai, c'est les deux que je lock. Ouais, Je pense aussi, mais c'est le premier nom qui m'est venu moi, en dehors de Shai. Donc. moi, je te lock déjà Jalen Williams aussi, hein. Il bouge pas, hein. La triplette Shai, Jalen, Guidi. Et allez, on peut mettre Chet quand même, on va dire. Bah, Williams, Ça bouge pas, hein. pour moi, il y a un choix à faire entre lui et Dort. Bah, Dort, enfin, tu tèches Dort. Oui, après, personnellement, je tèche Dort, mais je sais pas ce que le front office va faire. Ah, et en fonction de l'opportunité, franchement, si lâcher Williams te donne un meilleur joueur que Dort et te fait vraiment franchir un palier, C'est ah, c'est là-dessus que je voulais en venir aussi. non, il est franchement sur ce qu'il a montré l'an dernier, là, progressivement, il est trop fort. T'as pas le droit. Vraiment impossible. J'y crois pas une seule seconde. Et ce qu'il a fait l'an dernier était incroyable.
Ouais, surtout que t'as Kyson Williams pour suppléer plus ou moins d'ordre dans le même profil de guard défensif, donc je pense pas qu'il y ait besoin. Jalen Williams, il a fait une saison, enfin, il a fait quasiment toute l'année à 50% au shoot, concrètement. À côté de ça, il a un tir à 3 points correct, hein, c'est pas extraordinaire, mais il a un tir à 3 points correct. C'est un super défenseur. Il a été vraiment impressionnant, je trouve, dans sa capacité à créer du jeu aussi pour les autres. Je trouve que OK, c'est un super système pour ça. Et c'est un très bon rebondeur. Il a tout ce que. À part Dort, tu peux arguer que c'est un meilleur défenseur sur l'homme. Sinon, il a juste pas photo. Alors après, évidemment que s'il y a un trade, il va t'apporter beaucoup plus de pièces en retour qu'un Dort. Mais genre, ce qu'il t'apporte sur le terrain est tellement. Pour moi, il y a tellement un gap avec ce qu'il t'apporte sur le terrain par rapport à Dort que le trade en question, il n'y a même pas à réfléchir. Et je pense que et je pense que la valeur de Dort, même si elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas négative non plus pour certaines franchises. Ah non, c'est pas ce qu'on dit. En fait, tout dépend. Genre, si par exemple, ils font même une meilleure saison que ce que nous, on prévoit, peut-être qu'ils vont être tentés de dire, boum, tel gros joueur serait parfait pour compléter. Tant pis si on doit se passer dans de nos jeunes, parce qu'on a déjà Shea et Chai et Chet. Enfin, bon, voilà, moi, dans ma tête, chez eux, d'imbougable, il y a vraiment ces deux-là. Je peux offrir le monde entier et qui bougeront pas. Et évidemment, Guigui, Williams, je les vois pas plus bouger que ça. Mais Dort, je vois un peu plus bouger. Mais pour moi, ça fait partie des joueurs où si on leur en offre la lune, ils vont forcément dire attends, par rapport à notre progression d'équipe, tout ça, est-ce que ça a du sens? Est-ce que. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses pour eux. Après, s'ils explosent toutes les attentes sans toucher au goût, ça me va aussi. Hein. Je crois qu'il y a tellement de nouveaux joueurs, entre guillemets, qui sont dans la rotation à intégrer, que t'as pas besoin non plus de bouleverser le groupe, comme tu dis. Hein. Parce que Holmgren, il faut l'intégrer, tu l'as dit. Son Wallace, a priori, sera dans la rotation, de ce qu'on a vu qu'on a déjà vu le premier match avant la preview. Donc ça fait déjà 2 joueurs qui seront dans les 8 a priori de la rotation. Isaiah Joe, il n'est pas arrivé cet été, mais enfin, c'est pas un joueur qui a un gros vécu collectif avec cet effectif. Je pense que juste faire on repart avec ce groupe et les ajouts qu'on a pu faire dans l'été via les jeunes. Là, je pense que ça me paraît pas déconnant et que ça me paraît surtout la chose à faire. Il est super. Attention, désolé, j'ai pas été clair. Moi, je parlais de l'été à venir, en fait. Mais que pour cette année, leur but, c'était de continuer à monter, à s'améliorer, à prendre de l'expérience. Désolé, j'ai pas été assez clair. Moi, je t'avoue que je les projette même pas de faire un trade même l'été prochain. Je pense qu'ils sont assez forts en interne pour se le permettre. Je pense sincèrement que l'équipe est assez forte en interne pour ne pas avoir besoin de chercher une star à côté de Shea l'été prochain. Surtout au prix que ça risque de coûter. Oui, et quel star voudrait venir à OKC aussi. Donc, Excuse-moi. je sais pas si on a entendu. Oui, qui voudrait venir à OKC, quoi. Genre, faut re-signer quand même, quoi. Mais attention, je vois ce genre de move que s'il nous faisait une breakout year façon Memphis il y a 2 ans, quoi. Ouais, moi j'ai une breakout hier et je les vois quand même pas faire de move, perso. Un breakout, toi? Ok. Ah bon, Ils ont On parle de leur trade pour Kevin Porter Jr. ou pas? Pop, c'est un mot? Ouais, c'est. Non, c'est dégueulasse. Voilà, je vais parler un peu sur le forum. Gagner des assets sur une décision de justice, ça me semble un peu bizarre, mais bon, c'est la NBA et c'est pas un procès en moralité parce qu'ils sont tous au même niveau ridicule hein, là-dessus. Le problème, c'est que Houston ne peut pas le virer. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est des décisions d'une part de justice et d'autre part des règlements un peu étranges faits par la NBA. Et dès lors, tu profites de ces situations un peu morbides, enfin un peu étranges, agréables. Je veux dire, après, c'est toujours le même truc. T'as 29 autres GM. Je comprends que tu dis, ouais, si moi je ne le tente pas, est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui va le tenter, profiter du coup et qu'on me le reproche pas? Ouais, c'est pour ça que c'est un procès en moralité. Ils sont tous au même niveau là-dessus. Enfin, si c'en est un, mais alors c'en est un collectif. Voilà, c'est bon. Juste, il fallait un mot là-dessus. C'est quand même pas ultra ici comme manière de faire, mais bon. C'est le business qui est la meilleure ligue du monde, hein, c'est normal. On va enchaîner, on va
on va clore le chapitre OKC et on y retouchera peut-être un peu pendant les pronos pour voir un peu où est-ce que certains se situent. Je vous propose du coup d'aller vers la Forgeuse qui a terminé deuxième de sa division. Putain, ça en dit long. L'an dernier, les Wolves, 42 victoires, 40 défaites. Ils ont passé le play-in avec brio, en perdant contre les Lakers en overtime et en explosant le Thunder. Et une série en 5 perdue contre Denver qui était franchement pas dégueulasse. Hein. C'est pour un seed 8 qui est une équipe qui a montré des difficultés. Voilà, ils ont vraiment pas été ridicules. Donc cet été, évidemment, les Wolves n'ayant pas de cap space et n'ayant pas de pièces à trader, bah, on a misé sur la continuité. Hein. Donc il y a Shake Milton et Troy Brown Jr. qui ont été signés pour faire de la rotation. Enfin, il est Wave Taurean Prince et le laisser partir aux Lakers. J'avoue que je suis un peu plus circonspect sur l'intérêt de ce genre de moves. Mais bon, voilà, hein, t'as perdu quelques joueurs. T'as donné une grosse extension à Anthony Edwards et récemment à Jaden McDaniels. À Naz Reid aussi que tu as prolongé à tarif, on va dire, correct. Voilà, c'est le même groupe que l'an dernier, avec un an de plus, avec un Mike Conley toujours plus vieux, mais toujours intéressant quand même malgré tout pour l'instant. Est-ce que c'est l'année où, si le projet Gobert-Towns ne marche toujours pas, est-ce qu'ils ont une porte de sortie possible en imaginant par exemple que Towns se joue pas mal de matchs, stat bien et remonte un peu sa cote? Est-ce que c'est la porte de sortie possible? On trade Towns ou on repart sur Anthony Edwards à fond. On essaie même de nettoyer Rudy Gobert si on peut. On fait Anthony Edwards qui est lock maintenant pour 5-6 ans. Jaden McDaniels qui est lock et on se part un peu à zéro, quoi, en gros. Enfin, plus ou moins. Avec les pics qu'ils ont lâchés pour Gobert, ils sont condamnés déjà. C'est le problème. En fait, c'est dans l'idée, c'est ouais, pourquoi pas. Dans la pratique, ils ont lâché des pics. Je les vois pas avoir les couilles de faire un rebut, comme ce que les Nets avaient fait. C'est admettre, franchement, le move, c'était une bonne idée sur le papier, mais ça tourne pas bien. On repart de zéro. Mais ça pourrait être une idée, mais je les vois pas. Je Après, vais pas oser faire ça. sans s'imaginer sur un rebut complet, est-ce qu'on peut attendre un ajustement entre Gobert et Towns? Il y en a un des deux qui saute. En tout cas, ça se Pourquoi pas, mais pour chercher qui? Oh, bah, là, je pense que quitte à chercher des role-players à la con à 18 millions, si ça marche toujours pas, je sais pas s'ils seraient contre. Parce que oui, ils sont à 40 millions, mais faut trouver de quoi matcher. Et est-ce qu'on va pas... Enfin, pour Towns, non, mais pour Gobert, on va dire de donner un pic en plus. Je sais pas, j'aurais dit l'inverse, moi, à la limite. Hein. Ah ouais? Pas Quelle franchise paye 40 millions plus pic pour Gobert? Et en fait, quitte à lâcher un pic pour se débarrasser d'un joueur, Towns, son contrat est vraiment sale hein, quand même, pour la production qu'il a. Hein. Je veux dire, Gobert, si à la fin de l'année, tu te dis l'été prochain, bon allez, Gobert, ça dégage, en soi, il est en 1+1, c'est pas non plus une infamie comme contrat. Hein. Genre, t'as pas besoin de lâcher un pic pour t'en débarrasser, je pense. moins que celui de Towns, en tout cas. Tu récupérerais pas grand-chose. Tu récupérais un expirant à 18 millions, un petit jeune à la con, et un contrat sur 3 ans, type Bertans, tu vois, genre de contrat un peu crade. Mais genre, t'aurais pas besoin de lâcher un pic pour te débarrasser d'un mec en 1+1, quoi, je pense. C'est pas non plus scandaleux. De toute façon, il n'y a pas à chinoiser. Avec les changements de CBA et tout ça, avoir Towns, Ouais. on va prendre 2025, donc Towns à 53 millions, Gobert à 46, Edwards à 38, Naz Reid à 15. Et McDaniels, Parce qui est. Ça fait déjà, voilà, plus les deux rookies qu'ils ont en tête, ça fait déjà 160 millions d'engagés. T'as même pas forcément complètement ton 5 majeur. Tu vois, Ouais. en parlant du CBA, je me demande si c'est pas typiquement l'équipe qui est tellement embourbée dans son projet qu'ils seront en mode écoutez, on s'en bat les couilles, là, mais le prenez-là, on s'en fout. C'est ça, d'une. Et En vrai, les nouveaux droits, ça expire quand, les droits TV? 2025, je crois, non? Ouais, ça expire soit à la fin de cette saison, soit la suivante. Il y a moyen que le cap, il explose à nouveau, donc il se retrouve limite bien. Ouais, mais c'est pas encore sûr, c'est attendu. C'est pas encore Ouais. sûr de ce qu'on a entendu, ça va augmenter. Oui, ça va augmenter, mais on sait pas encore de combien. Puis moi, je connais Vincent Labrune et son milliard, on l'attend toujours. Hein. Ouais, enfin, on parle pas du même produit. Hein. Oui, je sais. Ah, désolé, c'est peut-être les Ligue 1 où t'as Messi et Neymar qui se sont barrés, voilà quoi. Je sais, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Ah ouais, mais pour le coup, les Américains n'ont jamais déçu là-dessus pour leurs droits TV. Oui, non, après,
Pendant longtemps, je regardais le catch. Et le catch, il avait dit ouais, je vais doubler les droits de télé, je vais doubler les droits de télé. Il les a augmentés de 30%, ce qui est déjà énorme. Hein. Mais comme il a été premier Ah, j'ai que le mot, aux stakeholders qu'il allait doubler les droits, il s'est fait pourrir. Parce qu'il était trop ambitieux. Mais après, la direction de la NBA n'a jamais dit que eux, ils étaient en train de négocier le plus gros contrat de l'histoire ou quoi. Ils ont dit on est en négociation. C'est C'est juste à côté de ça les journalistes qui t'expliquent qu'avec les nouveaux entrants pour les droits TV, ça va franchement exploser. C'est pas, ouais, c'est vrai que c'est plus les journalistes sur ce coup-là, mais je suis toujours en train d'essayer de retrouver la fin du contrat des droits télé pour le confirmer. Mais après, c'est pas bien grave. Hein. Dans tous les cas, sportivement, ils sont dans la merde. Ça, Oui, ça, oui. c'est peut-être qu'ils auront un peu plus de sous, enfin peut-être qu'ils seront pas trop dans la merde financièrement ou ils seront quand même dans la merde financièrement en plus d'être dans la merde sportivement. C'est le seul inconnu. Hein. Le contrat de droit de diffusion, alors, selon l'équipe, hein, le contrat de droit de diffusion de la NBA aux États-Unis prend fin en 2025. Ouais, C'est donc bien 2025. Pop, les Wolves, ça fait quoi? Tout dépend de si l'on voit Anthony Edwards passer un cap significatif, en fait. Un peu le cap qu'a passé Moren, par exemple, en passant de 21 à 29, le cap qu'a passé Doncic en passant de rookie à sophomore, ce genre de cap qui te fait passer d'un top 25 player à un top 10, voire top 5. Si ça arrive, les Wolves, ça sera maintenu par ça. Hein. Mais globalement, Edwards, ça ressemble vachement à un joueur qui a pas mal besoin de jouer en 5-out. Dès lors, la complémentarité avec Gobert me semble pas évidente. Donc, je l'imagine mal faire une breakout season réelle tant que Gobert est là, en fait. Donc, j'imagine ça pas génial. Et maintenant, au fur et à mesure, on parle de beaucoup d'équipes. On a écrit un classement, mais on y réfléchit. Bon, je regrette un peu de pas les avoir mis devant les horribles Clippers. Mais bon. Tant pis. Et ce sera une équipe middle, mais qui sera forcément chiante à jouer. Hein, mais ça sera une équipe middle, je pense pas davantage. Trop de manque pour ça. Ouais. Bon, allez, je vous propose de finir sur la bonne équipe, la seule grosse équipe de cette division et qui m'a encore se régaler cette année. Denver, premier de conférence, premier de conférence, premier de la division du coup. 53 victoires, 29 défaites, champion NBA, voilà. On va pas refaire la saison dernière, hein, c'est une réussite totale. Cet été, on perd quand même quelques pièces intéressantes. Hein, Jeff Green qui jouait beaucoup quand même en tant que vétéran solide dans cette équipe et Bruce Brown Jr. qui était le ball handler presque je vais pas dire principal, mais quand Jokic n'était pas là avec la seconde unit jouait, voilà, c'est Bruce Brown Jr. qui portait pas mal la balle, qui faisait du backup PG aux Nuggets, qui est parti donc à Indiana. T'as pas vraiment remplacé tout ça. Hein. Je dirais à part Justin Holiday qui peut être potentiellement un rôle intéressant. On sent plutôt que les Nuggets sont dans une optique de remplacement interne avec les prolongations la prolongation de Zeke Nagy et l'évolution potentielle de Christian Brown qui avait montré des belles choses déjà en playoff l'an dernier. Voilà, Reggie Jackson qui est resté, c'est ça que je cherchais plutôt. Donc voilà, on sent qu'on est plus sur une progression interne, peut-être Peyton Watson, voilà, ils vont chercher un peu au cours de cette saison, je pense que c'est comme pour la plupart des grosses équipes, c'est à ça que ça sert la régulière, un peu définir qui va réussir à avoir un gros rôle en playoff ou pas, puisqu'on sait déjà que c'est une équipe qui va tout simplement finir tout en haut de la conférence, hein, quasiment. De toute façon, je pense qu'on les a tous premiers, hein, donc c'est vite. Oui, puis voilà, leur 5 majeurs est lock, hein, donc après, c'est vraiment des problèmes de seconde unit. Donc, c'est vraiment pas un souci en soi. En soi, à l'instant T, ils ont 6 mois pour voir, 6 mois pour ajuster. Ouais. Je me demande juste. Je vais pas dire que c'était la saison parfaite l'an dernier au niveau de ça. Il y a quand même eu des petits soucis. Mais quand on parle, je trouve un peu comme tout le top de la conférence Ouest, au final, il y a quelques petites alertes blessures qui vont toujours être un peu dans la tête, dans l'esprit de certains. C'est sûrement moins dommageable pour les Nuggets qui ont un Jokic toujours en forme. Mais bon, Jamal Murray et Michael Porter Jr., c'est pas l'assurance tout risque. Surtout Michael Porter Jr., je trouve. Mais voilà, Murray, même avant le ligament, l'ACL, il était déjà sur une ou deux saisons un peu difficiles au niveau des blessures. Ça joue quand tu as moins de rotation derrière. L'année dernière, si tu perds Murray, tu peux plug Reggie Jackson et Bruce Brown Jr. sans trop de problèmes pour remplir les minutes.
Tu perds Michael Porter Jr., tu dis bah pas de souci, Jay Green, franchement, il fait le taf. Là, voilà. Si jamais tu arrives en playoff avec un ou deux joueurs en moins, ça peut être un peu plus chiant quand même déjà. Mais bon, c'est évidemment le seul défaut qu'on va trouver à cette équipe. Ils sont champions en titre, hein, de toute façon. Donc, champion en titre, meilleure attaque qu'on ait jamais vue depuis quasiment de l'histoire aussi. Voilà, il n'y a pas non plus grand chose à dire, hein. Les playoffs ont été archi dominants. Ouais. Après, bon, voilà, les playoffs. La saison régulière est archi dominante. L'équipe est archi dominante. Les playoffs sont très dominants. Rappelons tout de même que sont très dominants à peu faute de mieux en face. Les adversaires qui leur ont été opposés ont été très faibles, c'est un quand même. Oui. Donc, je pense pas que ça se réitérera cette année, en vérité. Donc, voilà. Ils ont une continuité team, mais ça sera pas aussi simple que ça l'a été cette année. Ouais, mais c'est pas pour autant que même s'ils avaient eu un parcours plus difficile l'an dernier, c'était possible. T'es pas le seul à dire ça, et je sais que toi tu le dis pas forcément en ce sens-là. Ouais. J'ai beaucoup eu de la part de certains, oui, ils ont eu du bol, ils n'auront pas le même tirage tous les ans cette année, c'est finito pipo, faut pas exagérer non plus. J'entends ce que je veux dire, ils ont eu un peu de chance au tirage, bah, c'est aussi à ça que ça sert d'être premier. Et franchement, alors sur le papier, effectivement, on peut s'attendre à une concurrence plus difficile en playoff, mais il y a quand même vachement un monde où c'est encore le désert, hein, parce que toutes les équipes de l'Ouest qui sont des gros concurrents ont des putains d'alertes de blessures sur le dos. Hein. Pas à l'Ouest que je vois le danger, perso. Ouais, non, le vrai danger, enfin, C'est en finale. ouais, Milwaukee-Boston en finale. Le Heat peut nous faire mentir comme d'habitude. Voilà, mais c'est sûr, si On peut y retourner. c'est Milwaukee-Boston, ça va faire mal, c'est sûr. Ouais, bah, après, regarde, ça devait être Boston l'an dernier, puis ils ont implosé, hein, donc... Non, mais bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que ça les deux décevoir cette année. Mais à l'Ouest, on n'est pas à l'abri d'une conférence qui sera peut-être faible en dehors des Nuggets. Je veux dire, t'arrives en playoff, voilà, les Suns, les armes blessures sont assez évidentes. Les Lakers, t'as un top 2 qui est quand même blessé aussi. Les Clippers, voilà, hein, j'en parlerai pas, hein, c'est l'équipe quand même toujours blessée. Les Warriors, c'était pas à l'abri que Curry, qui joue beaucoup de matchs tous les ans, soit blessé. Les Grizzlies, c'est pas l'assurance touriste. C'est peut-être les moins sujets aux blessures parmi tous, mais voilà, hein, Jared Jackson Jr. a un passif de blessure. Ja Morant a une fracture du cerveau qui peut lui arriver à n'importe quel moment. T'as des risques vraiment assez conséquents partout dans les grosses équipes. Donc, même si il y a une petite astérisque voilà, que je pose sur la santé potentielle de Denver par rapport notamment au fait que leur profondeur d'effectif est plus faible, hein, c'est indéniable, hein, à moins que des jeunes joueurs progressent, ce qui est tout à fait possible, hein, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Mais voilà, hein, on n'est pas à l'abri qu'à l'Ouest ce soit nouveau à trois séries bidons et que les playoffs commencent en finale. Ce qui sera un avantage, ce qui sera à ce moment-là peut-être un avantage pour eux, là où à l'Est, tu sens qu'il y a une grosse bataille qui va s'annoncer quand même pour les playoffs. Boston c'est durable, Milwaukee ça c'est durable, les Cavs ça va être durable, les Sixers franchement il y a moyen que ce soit assez durable pour au moins poser une opposition intéressante en playoff. Le Heat c'est toujours chiant à jouer. Si c'est d'un côté Denver Lakers avec la moitié des Lakers sur le banc et en face Boston Milwaukee, il y a une équipe qui va arriver un peu plus amochée en finale que l'autre. Hein. Bah, après, de toute façon, ça, malheureusement, c'est des prévisions aussi avancées, c'est toujours difficile à faire. C'est très loin. Je veux dire, hein, mais c'est, autant pour la régulière, ça vaut te dire, ouais, attention aux blessures, parce qu'on ne sait pas ce que valent les jeunes. Quand arrive en playoff, on saura qui vaut quoi. Oui. Après, je dis ça parce que voilà, j'ai été aussi critique de Denver pendant un moment. Franchement, j'ai jamais trop cru au titre avec Jokic en pivot. Voilà, hein, j'ai aussi pas mal parlé du parcours facile. Je dis juste qu'objectivement, malgré tout, on peut pas s'enlever de la tête qu'il y a une possibilité que ça arrive de nouveau. Et ce sera comme toujours, hein, je pense, et on est tous d'accord ici, même Pop qui en parle. De toute façon, il faut de la chance, faut un minimum de chance pour être champion, et on peut pas enlever un titre ou mettre une astérisque à côté, à part les Spurs en 98. Oui, voilà, 99. 99, pardon, excusez-moi. Ouais, mais oui, voilà, après, tu vois, je relevais plus, c'est pas contre toi, pas du tout. C'est juste parce que moi, justement, j'arrête pas de dire que oui, mais il faut une astérisque parce que blablabla et blablabla. Ça me saoule un peu. Mais oui, moi aussi, j'étais pas le premier à dire. J'étais le premier à ne pas dire que Denver serait champion l'an dernier aussi. Voilà, bon, si on a pu
plus grand chose à rajouter. Donc, de toute façon, c'était pas l'équipe auquel on avait le plus de choses à dire, hein. Tout le monde est d'accord que c'est une top équipe. Du coup, on peut passer au prono. Et Réa, je te donne la main en premier pour nous faire tes pronos de cette division. On va les faire en sens inverse, hein, comme d'habitude. Donc, les Blazers, pour moi, ça sera en fond de classement. Parce que, plein de jeunes à développer, aucun intérêt d'avoir de bons résultats ou quoi que ce soit. Plus, il y aura probablement un trade de Jeremy Grant, peut-être de Brogdon, peut-être même de joueurs, on n'en sait rien. Voilà. Donc, clairement, leur but, c'est pas de gagner. C'est plutôt de développer les pièces qu'ils ont récupérées, faire un peu de tri, un peu de... ensuite, je vois le Jazz à la 11e place. Je crois avoir entendu. Ouais, non, je pense que c'était un bruit parasite. Tu peux continuer. Ok. Donc, je vois le Jazz en 11e position. Un petit peu la même saison que l'an dernier. Ce que je disais, c'est pour moi, le groupe est plus fort, mais l'an dernier, ils sont allés au-dessus de ce qu'on attendait. Donc, finalement, ça donne à peu près un groupe à peu près du même niveau, quoi, finalement. Les Wolves, juste au-dessus. Une 10e place, ne sachant pas où ça va. C'est à part dans le mur, mais et peut-être qu'ils vont faire un train, mais je vois plus ça en fin de saison et encore. Sachant que moi, si un doit partir des Wolves, je pense que ce sera Towns parce que Edwards évidemment va pas bouger et Towns a une meilleure cote, bien qu'il ait un contrat encore plus sale que Gobert, mais il a une meilleure cote au global vis-à-vis des franchises NBA, tout du moins c'est l'impression que ça me donne. Ensuite, le Thunder. Et c'est pareil à l'ouest, le milieu de tableau était un peu difficile à relire. J'avais prévu un premier truc et puis j'ai rechangé. Et puis avec les blessures chez Grizzlies, j'ai rechangé. Et finalement, j'avais mis le Thunder 9e au départ. Et puis maintenant, je l'ai mis 6e. Parce que en regardant le groupe, pour peu que ça clique vite avec Holmgren, et j'y crois. Je les vois bien aller choper la dernière place en play-off sur la foot de la jeunesse, on va dire. Surtout qu'ils n'ont pas été ridicules l'an dernier. La qualité du groupe baisse pas. Ils ont en plus des nouveaux joueurs, dont un comme Holmgren, dont on est sûr qu'il va apporter quelque chose. Enfin, sûr. On n'est jamais sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je les vois 6e. Puis après, on verra en play-off. Et puis les Nuggets, moi je les vois premiers de la régulière parce que alors les Suns c'est très fort aussi, hein, par exemple, mais je les vois avec moins injury prone. Pour moi il y a plus de blessures par exemple sur les Suns que sur les Nuggets, donc potentiellement moins de matchs perdus parce que on n'avait pas toutes nos stars où on n'a pas pu faire assez tourner et donc des joueurs moins crevés, moins trop s'appuyer toujours sur les mêmes joueurs et donc moins de matchs que tu laisses filer avec probablement un record proche de l'an dernier. Ok. Pop, à toi. Ok, donc moi, déjà, j'ai le même ordre. Bon, pas vraiment les mêmes places pour les équipes, en revanche. Portland 13e. Donc ça va être compliqué cette année, à mon avis. Je reste tout de même devant les deux tankers prévus de la conférence Spurs et Rockets. Tankers par défaut, ils ne faudront pas forcément perdre des matchs, mais il faut faire le personnel pour faire différemment. Je pense que Houston veut vraiment pas perdre de match pour le coup. Non, mais bon, oui, Ouais, c'est pas trop- voilà, eux ils ont vraiment pas le choix pour le coup parce qu'ils sont juste nuls. Le Jazz, ensuite, juste après. Le Jazz qui, cette fois, sera... Donc, je les ai mis juste... Bon, pas juste devant Portland, mais juste devant Spurs et Portland, ouais. En 12e. Voilà, équipe faible également, hein, quand même. Enfin, ça va être compliqué cette année. Je vois pas forcément une équipe moins forte, mais une concurrence un peu plus rude autour des places play-in. Comme disait Dog, ils ont un peu profité du NBA, un peu coupé en deux à deux vitesses. Cette année, ça ne sera plus le cas, a priori, et ils vont en pâtir. Ensuite, c'est là que ça devient un peu plus intéressant, les Wolves, qui sont pour la dernière place du play-in. J'en ai déjà parlé, j'aurais dû les mettre devant les Clippers. C'est fait. Donc, Minnesota en 10, juste derrière les Clippers, avec un bilan qui devrait être entre 41 et 43 tout de même. Hein. Ça va être ultra serré, à mon avis, ces dernières places. Ça va un peu dépendre de l'explosion, j'en parlais, de la breakout season de Edwards. Et ça fait une belle transition de parler de breakout season parce que juste au-dessus, j'ai OKC, que je vois accrocher le 3e seed.
Voilà. Ok. Dans le sillage d'un Shai top 2 au MVP. Derrière l'inénarrable Tatum, on l'a déjà parlé plein de fois. C'est mon grand chouchou pour le numéro 1. Mais le 2, pour moi, ce sera Shai qui peut emmener cette équipe de KC à un très haut level. Pour moi, si c'est l'an dernier une équipe qui a montré que c'était une très bonne attaque. Elle était à peu près au même niveau en attaque et en défense, 13e et 14e, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose qui ressemble. En tout cas, un peu au-dessus de la moyenne dans les deux cas. Et je pense que c'est une équipe qui, vu le personnel défensif, doit être une top défense et même une top 3 défense. Et si c'est le cas, ça va être une top 3 team de l'Ouest, à mon avis. Et c'est pour ça que je les vois ici. Et évidemment, Denver premier, je pense que c'est un peu le consensus. Donc je ne vais pas en parler trop longuement. Trop de connaissances entre cette équipe, trop de top joueurs. Pas tant de profondeur, mais jusqu'au 8e, tu es assez sûr de ce que tu as. Et puis tu es plutôt certain que les joueurs comme Nagy, par exemple, Christian Braun, peuvent encore prendre un level up. C'est vraiment le genre de franchise dans lequel c'est propice. Ok. Doc. Alors, je crois que j'ai le même ordre aussi. Changé, pas les mêmes places. On va faire mon tir groupé. J'ai Jazz et Blazers en 13 et 14. Les Blazers, tout simplement parce qu'ils ça va. Je pense qu'il va quand même y avoir du mouvement assez vite. Et Jazz, parce qu'ils pourront pas gagner. L'équipe est mal construite. C'est trop de failles. Même si eux, ils veulent aller haut, ça va vite coincer. Ensuite, C'est les Spurs que t'as mis plus haut, t'as craqué toi? Ouais. Non, mais t'inquiète, ils sont plus haut d'une place, hein. Ouais, mais quand Tranquille. même. Putain. Ah, mais le Jazz, juste, j'aime pas. Ah, ok, vas-y. Ils sont juste au-dessus, hein. Je les ai pas mis en playoff, calmons-nous. Play-in. Donc, on vient pour rejoindre les Suns et les Clippers. J'ai donc Thunder et Wolf. Je les mets tous les deux. Pour moi, Thunder, j'ai du mal à les voir grimper à ce point dans la hiérarchie quand ils ont eu un Shai en 30 points l'an dernier. Il a déjà fait sa saison de fou. Ils ont eu un bon bilan, mais enfin, pas la folie non plus. Et je les vois pas l'année beaucoup plus de victoires. Après, là, je les ai mis en 43. En gros, c'est dans mon play-in. Je les ai tous en 43 victoires, sauf Minnesota que j'ai en 41, quoi. Et puis enfin, premier de l'Ouest, seule équipe au-dessus des 50 victoires pour dire soit la médiocrité, soit à quel point c'est serré, on va dire. Les Nuggets qui, faute de concurrence en saison régulière, il y a tout le monde qui a un gros chantier pour présenter une équipe en playoff. Eux vont profiter de ça et rouler en saison régulière. Ok. Du coup, je conclus avec les miens. J'ai Jazz 13, Blazers 12. C'est interchangeable en vrai, hein. Il y a pas, je trouve que c'est deux équipes d'un niveau assez similaire. Je pense qu'il y a 11 équipes au-dessus, puis Blazers Jazz un peu au milieu de nulle part, et Spurs Rockets que je vois plus bas. Mais voilà, on est d'accord que ça touche. Dans les 4 derniers, on est d'accord que ça touche pas plus haut. C'est quand même trop limité dans une conférence qui est quand même assez compétitive. Ensuite, j'ai les Wolves en 9e, donc qui accrochent le play-in sans trop de soucis, je pense. On en reparlera, mais je pense que moi j'ai surtout 10 équipes. Enfin, j'ai un top 4 plutôt défini, il y a un gros milieu, et je trouve que le hors play-in est assez évident. Il y a une équipe parmi les 11 auquel je ne crois pas du tout. Donc voilà, j'ai les Wolves 9e, une saison correcte. Anthony Edwards reste un super joueur et Jaden McDaniels continue de progresser, je pense. Ensuite, j'ai le Thunder 5e. J'avoue que je me suis tâté à les mettre plus haut. Et après, je me suis dit, ça reste très jeune, ça reste avec des points améliorés encore. Et j'avoue que, en dehors du fait que les Grizzlies peuvent avoir des problèmes de blessures supplémentaires, ou alors les Suns, j'ai du mal à forcément les voir plus haut. Maintenant, je les vois pas plus bas nécessairement. J'ai un vrai top 4 et j'ai les Thunder tout seul 5e. Je trouve qu'il y a un gap encore avec ceux en dessous. Je conseille, si vous écoutez encore, je vous conseille d'aller voir la petite vidéo de Thinking Basketball sur le pick and roll, les pick and roll qu'utilisent le Thunder, qui est en fait un pick and roll, on va dire inversé, puisque c'est les guards qui posent les picks. Et en fait, avec leur jeu où tu as Shea, Williams, Giddey, voilà, tu as beaucoup Giddey qui sont 3 gros ball handlers, et Isaiah Joe qui stretch. Et ça marche beaucoup. Et je pense qu'avec Holmgren qui stretch lui aussi, tu es face à une attaque qui peut potentiellement être très 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 bonne cette année. Je les vois bien gratter un top 5 attaque. Voilà. Et sur le côté défensif, je reste encore sur les améliorations possibles. Je demande à voir.
Je pense que le potentiel est très 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 haut. Et voilà, donc, comme tout le monde, de manière assez évidente, Denver premier, assez largement. Je pense que on est sur 55 victoires pour moi. Genre la division est faible, hein, donc ça aide, hein. On en parlait déjà avec la Pacifique, mais quand tu joues Jazz et Portland 8 fois dans l'année, ouais, Denver, ça sort avec 6 victoires, quoi. Déjà, franchement, c'est quand même assez cadeau. Et même Wolves, c'est pas dur pour eux. Voilà, il y a que Thunder éventuellement. Voilà, t'as 16 matchs, ils vont en gagner 12, c'est énorme. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de conclure du coup? Non, pas de mon côté. Eh ben c'est parfait. Voici notre preview pour la division nord-ouest de la conférence ouest. Et il nous en reste plus qu'une, hein, ce sera la sud-ouest qui est incroyablement passionnante elle aussi, avec des équipes au profil divers et variés. Ah, j'ai hâte qu'on s'occupe de cette école du cirque. Ah, c'est la division des clowns, ça on peut le dire, hein. C'est multisport un peu. Ah ouais, on fait du handisport aussi, je pense, pour certaines équipes hein, là-dedans, hein. On fait du handisport. On espère que ça vous a plu. Voilà, on se retrouve pour la dernière division d'ici peu de temps. Salut tout le monde. Salut. Allez. Allez.